Les francs-maçons sont-ils des satanistes? Ont-ils un projet secret pour dominer le monde? Ont-ils pour ambition de détruire les religions historiques et principalement le catholicisme? Plus largement, pourquoi tout le monde déteste les francs-maçons? Eh bien, ce sont ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle émission de l'Académia. Précisons que cette vidéo s'inclut dans un cycle de 3 épisodes, le cycle des francs-maçons, où je tente d'analyser et d'étudier la franc-maçonnerie sous 3 angles différents. Le premier épisode, sorti le mois dernier, traitait des liens entre la franc-maçonnerie, l'occultisme et l'ésotérisme. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'antimaçonnisme et de l'accusation de satanisme. Et la prochaine fois, le mois prochain, nous parlerons de la franc-maçonnerie et de ses liens avec la politique et les religions. Mais pour le moment, n'allons pas trop vite et voyons le plan de l'émission d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, une introduction sur la théorie du complot maçonnique. Ensuite, la première partie, nous parlerons de l'histoire de l'antimaçonnisme, les différentes approches, les théoriciens, les accusations, et tenter de comprendre pourquoi tout le monde déteste les francs-maçons. La deuxième partie traitera de la franc-maçonnerie et du satanisme. Y a-t-il un lien? Tout ceci est-il une absurdité? Quels sont les éléments? Quels sont les auteurs? Etc. Enfin, en troisième partie, nous parlerons de la question du Gadlu, ou le grand architecte de l'univers. S'agit-il de Dieu, d'un concept abstrait, ou encore du diable? Eh bien, nous tenterons d'y voir plus clair. Enfin, une conclusion et une bibliographie pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre l'investigation. Commençons tout d'abord avec une citation d'Oswald Wirth, franc-maçon célèbre du début du XXe siècle. « S'il fallait en croire nos adversaires, nous serions des magiciens noirs, adonnés aux plus épouvantables pratiques. Sacrilège, assassinat par envoûtement, invocation du diable, sabbat, orgie, etc. Aucune accusation née d'une fantaisie en délire ne nous a été épargnée. Toute une littérature spéciale en fait foi. Les premiers chrétiens ont joui d'une tout aussi mauvaise réputation, parce que, tout comme nous, ils se réunissaient à couvert et que le dépit des profanes les porte à toujours interpréter en mal ce qui se passe à l'abri de leurs indiscrétions. Cette présente vidéo est un extrait d'une vidéo complète qui a une durée totale de 2h30. Pour cet extrait, j'ai décidé de vous diffuser un morceau de la deuxième partie de l'émission qui concernera très spécifiquement l'affaire de Léo Taxil. Il s'agit d'un monument littéraire assez complexe où l'auteur, Léo Taxil, va présenter des rituels de la franc-maçonnerie et va surtout accuser les francs-maçons de tout un tas de pratiques. Il les accuse de faire des orgies, de faire des sacrifices humains, de commanditer des assassinats et même d'invoquer le diable. Alors, je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir tous les méandres de cette tumultueuse affaire. Maintenant, entrons au cœur de l'antimaçonnisme le plus extrême, si l'on peut dire, avec l'affaire de Léo Taxil. Présentons tout d'abord le personnage. Léo Taxil, de son vrai nom, Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogan Pagès, est né le 21 mars 1854 à Marseille et décédé le 31 mars 1907 à Sceaux. Écrivain français, il est d'abord connu pour ses écrits anticléricaux, avant de se tourner vers une campagne antimaçonnique devenue célèbre. Issu d'une famille bourgeoise catholique, Taxil s'éloigne tôt de la religion et adopte des positions républicaines et anticléricales. Dans les années 1870, il publie des ouvrages satiriques critiquant l'Église catholique tels que la Bible amusante et les amours secrets de Pie IX. En 1881, il est initié à la franc-maçonnerie dans la loge parisienne, le Temple des Amis de l'Honneur français. Mais il en est rapidement exclu pour fraude littéraire. En 1885, Taxil annonce sa conversion au catholicisme et entame une campagne virulente contre la franc-maçonnerie, accusant cette dernière de pratiques sataniques. Comprenez que c'est véritablement à partir de Léo Taxil que l'antimaçonnisme va prendre son visage quasi définitif, si l'on peut dire. C'est là que l'accusation de satanisme va prendre le pas sur toutes les autres. Alors on va décrypter point par point toute l'accusation que va formuler Léo Taxil. L'affaire Léo Taxil commence avec un premier texte qui s'appelle « Révélation complète sur la franc-maçonnerie », lui-même composé de 2 tomes. Tout d'abord, les frères 3 points et les sœurs maçonnes, publié en 1885 et 86. Je vous cite quelques extraits pour vous mettre dans l'ambiance. Sous le titre général de Révélation complète sur la franc-maçonnerie, l'auteur entreprend à partir de ce jour une série d'ouvrages dont le but est d'arracher tous ces masques à une secte
trop fameuse par ses crimes politiques et autres fondés pour combattre l'Église catholique romaine. Ces révélations, dont l'importance n'échappera à personne, sont avant tout une œuvre de défense religieuse et sociale. Aux milices infernales se ruent avec fureur à l'assaut de la religion et de la société, il importe d'opposer une résistance des plus énergiques. Or, pour vaincre les mystérieux soldats de l'ombre, il n'est pas de meilleure tactique que celle-ci, faire la lumière, démasquer la franc-maçonnerie. C'est lui ôter une grande partie de sa force, c'est soustraire le peuple à son pouvoir occulte. Alors, tout d'abord, précisons que dans les premiers temps de ses travaux, Léo Taxil n'accusait pas spécifiquement la franc-maçonnerie d'invoquer Lucifer ou de faire des messes noires. Dans les premiers temps, la critique était plutôt d'ordre politico-religieux, c'est-à-dire qu'en gros, il accuse les francs-maçons de s'opposer à l'Église, de vouloir fomenter ce nouvel ordre mondial, les grands classiques de l'antimaçonnisme qui existent préalablement. Et donc, il accuse la franc-maçonnerie d'être anticléricale, anti-religion, et donc d'être sataniste au sens qu'elle s'oppose à l'Église chrétienne. Mais ça s'arrête à peu près là. Ce qui est intéressant, c'est que Léo Taxil a été initié en franc-maçonnerie. Il connaissait un petit peu les rituels. Alors, souvent, certains maçons qui accusent Léo Taxil, ou le critiquent, disent « oui, mais il était que apprenti, il ne connaissait pas tous les rituels ». Oui, c'est pas faux, mais il n'empêche que, force est de constater que les premiers textes de Léo Taxil révèlent les cérémonies de façon assez fidèle, par rapport aux rituels que l'on a en accès, et donne les mots de passe, les gestes, et de façon à peu près conforme. Et il s'en amuse. Il critique la franc-maçonnerie comme une sorte de club social anti-religieux qui a des pratiques rituelles un peu burlesques et caricaturales. Donc, la première phase de la révélation de Taxil est plutôt socio-religieuse et politique, si l'on peut dire. Dans le deuxième tome, un peu plus loin, les sœurs maçonnes, il rajoute quelques éléments beaucoup plus sulfureux. Je cite les extraits. En effet, l'apprentissage dans la franc-maçonnerie est une assez longue période d'épreuve. Pendant le temps qui s'écoule entre sa première initiation et son admission au compagnonnage, tout membre de la secte est, de la part de ses frères, l'objet d'une surveillance secrète des plus assidus, d'un espionnage incessant. Les chefs occultes ne le font parvenir au second degré qu'une fois qu'ils se sont convaincus que l'on peut, sans crainte d'indiscrétion, poursuivre son éducation maçonnique. Or, en ce qui concerne les loges d'adoption, la franc-maçonnerie a grand besoin de pouvoir compter sur le silence de ses adeptes. Rien n'est plus immoral que les amusements mystérieux des ateliers féminins. En de nombreux points, leur rituel rappelle les infâmes turpitudes du sabbat des sorcières au Moyen-Âge. Dans les sœurs maçonnes, Léo Taxil dit « Oui, mais vous comprenez la franc-maçonnerie, au début ça va, tout va bien, ça a l'air propre. Mais si vous montez dans le degré supérieur, si vous commencez à aller au-dessus, vous allez trouver des pratiques sulfureuses, des pratiques orgiaques, des pratiques dignes du sabbat des sorcières. » Il y a l'idée qui se formalise, qui dit qu'en gros il y aurait une sorte de hiérarchie occulte de la franc-maçonnerie dans les hauts grades, et que ces hauts grades sont au courant des projets, et qu'ils manipulent les autres adeptes des rangs inférieurs, les laissant dans l'ignorance, et qu'ils font monter seules les personnes qui vont pouvoir être compatibles avec leur idéologie, respecter les secrets. Donc, sous-entendu, il y aurait les loges d'adoption, donc des loges féminines, qui initieraient les femmes dans le but de satisfaire à l'appétit sexuel des frères haut gradés, et pour accomplir des rites orgiaques, des rites scabreux, du libertinage le plus absolu, en gros violer tous les mœurs de l'Église, si vous voyez l'idée. Donc, Léo Taxil ne met pas encore les messes noires en scène, ni l'invocation à Lucifer, mais commence à dire la franc-maçonnerie, en plus d'être un club politique anti-religieux et voulant ce nouvel ordre mondial, eh bien il instrumentalise l'idée qu'en plus ils ont des pratiques contre nature, des mœurs sexuelles dissolues, ce sont des libertins, etc., etc. Tout un tas de pratiques infamantes qu'il met en scène. Et c'est vrai, les loges d'adoption ont existé. Il y avait bien des structurations progressives de ces loges féminines qui ont commencé à se formaliser à cette époque, mais évidemment, leur rituel ne ressemblait pas à ce que décrit Léo Taxil. Un peu plus loin, il va, dans ses textes, faire des révélations sur les rituels, les gestes et les mots de passe. Je cite encore une fois quelques extraits. En maçonnerie comme en religion, on entend par rite un ensemble de cérémonies adoptées et pratiquées. La franc-maçonnerie, grotesque imitation du catholicisme, a ses rites particuliers. Les prêtres de Dieu ayant une liturgie, les valets de Satan s'érigent en pontifes, ont voulu avoir la leur.
C'est ce qui a fait dire au savant mathématicien Lagrange de l'Institut: la franc-maçonnerie est une religion avortée. Les rites maçonniques sont nombreux. Les sectaires sont unanimes à vouloir la destruction de l'Église catholique romaine, mais ils ne s'entendent pas très bien au sujet des pratiques mystérieuses au milieu desquelles ils perpétuent le triomphe du mal. Alors là, on est dans la poursuite. En gros, toujours pareil, la franc-maçonnerie est une vague imitation, ils font des rituels sans structuration, personne n'est d'accord, c'est burlesque et c'est grotesque. En gros, il n'y a pas encore l'idée, ils sont satanistes, mais plus par leur opposition que par une adhésion au concept du mal, si vous voyez l'idée. Mais tout ceci va progressivement changer. En 1886, dans un nouveau texte, Les mystères de la franc-maçonnerie de Léo Taxil, on commence à voir paraître le culte de Baphomet. Je cite les extraits. Discours du chevalier d'éloquence accompagné d'une exaltation du Baphomet, idole infâme devant laquelle les gnostiques et les templiers brûlaient l'encens. On a fait un crime aux chevaliers du temple, explique l'orateur, d'avoir honoré ce symbole dans leurs réunions mystérieuses. Quel mal y a-t-il donc à cela? Le Baphomet, c'est la figure panthéistique et magique de l'absolu. Le flambeau placé entre les deux cornes représente l'intelligence équilibrante. La tête du bouc, tête synthétique qui réunit quelques caractères du chien, du taureau et de l'âne, représente la responsabilité de la matière seule et l'expiation qui, dans les corps, doivent punir seulement les fautes corporelles. Si les mains sont humaines, c'est pour montrer la sainteté du travail. Si elles font le signe de l'ésotérisme, doctrine secrète réservée aux seuls initiés de certaines écoles philosophiques de l'Antiquité, c'est uniquement pour recommander le mystère. Alors là, il y a une évolution dans le travail de Léo Taxil, et il va aller puiser dans les textes des occultistes du XIXe siècle, et notamment chez Eliphas Lévi, dont il va reprendre la fameuse figure de Baphomet, l'image que vous voyez toujours dans les symboles de l'antimaçonnie, ce bouc qui fait ce signe comme ça. En réalité, ce n'est pas à l'origine un symbole satanique, c'est un symbole conçu par Eliphas Lévi pour représenter le Baphomet. Il ne s'agit pas ici de débattre de la pertinence des travaux d'Eliphas Lévi, j'ai consacré une émission sur le personnage, et une autre sur le Baphomet. Tout ça pour dire que là, Léo Taxil commence à concevoir toute son architecture. Il reprend l'idée des Templiers, hérétiques, gnostiques, à son point de vue, l'idée du Baphomet, idole des Templiers, tout en reprenant l'image d'Eliphas Lévi, l'occultiste. Il associe tout ça à des symboles sataniques, qui dit en gros, les francs-maçons pratiquent des rites magiques, comme autrefois les Templiers, avec l'idole du Baphomet, comme la représentation d'Eliphas Lévi, c'est-à-dire le bouc satanique par essence. Voici la complexification de l'œuvre. Mais nous n'en sommes encore qu'aux premières marches, si je puis dire. Et il y a l'idée qui sous-tend encore une fois que ce culte de Baphomet a lieu dans les hauts grades, des grades chevaleresques qui font référence aux Templiers, etc., etc., tout cela. Mais plus loin, oui, bien sûr, vous voyez ces magnifiques illustrations d'antimaçonnisme de l'époque. Je dis magnifiques parce qu'elles sont belles. Enfin, moi, je les trouve belles, à défaut d'être véridiques en l'occurrence, mais ça a illustré les travaux de Léo Taxil à l'époque. Alors, plus loin, vous avez le gros morceau littéraire de Léo Taxil qui sera publié de 1892 à 1895 et qui s'appelle Le diable au XIXe siècle, où on va parler du palladisme ou de la franc-maçonnerie luciférienne. Petit focus avant de citer les extraits. Cette publication, ce n'est pas un livre unique, c'est vraiment des pamphlets. Ça se présente sous la forme un petit peu magazine. Toutes les semaines, tous les mois, vous avez les nouveaux articles, les nouvelles révélations sur la franc-maçonnerie, les nouveaux atrocités des francs-maçons, etc. Donc, ça captive tout un auditoire, si je puis dire. Et les gens sont conquis, comme on le verra tout à l'heure. Alors, pour citer quelques extraits, là, on change complètement de registre. Je cite. On trouve parmi les francs-maçons de haut rang ceux qui se réunissent pour influencer. Je reprends. On trouve parmi les francs-maçons de haut rang ceux qui se réunissent pour influencer la maçonnerie ordinaire et organiser des séances d'initiation au grade palladique. Le palladisme est une maçonnerie supérieure, fonctionnant dans toute la maçonnerie et la dirige en secret. La confédération israélite, contrôlée par le palladisme, forme une organisation occulte qui opère aux côtés de la maçonnerie ordinaire ou l'espionnant. Dans l'univers, Adonai préside à la matière, Lucifer préside à l'esprit.
La théorie matérialiste du Dr Buncher, exposée dans son fameux livre Force et matière, est reprise par le palladisme, c'est-à-dire par le démon, qui, au moyen d'une explication nouvelle, aussi fausse que celle du système athée, établit le prétendu rôle des deux principes éternels. Alors, là, il y a une énorme différence entre le avant et le après. Avant, Léo Taxil se moque des francs-maçons, les accuse de tout un tas de choses, mais il reste assez cohérent dans son propos. C'est-à-dire qu'il reprend des vrais éléments rituels, des vrais signes, des vrais mots de passe, des vrais titres, etc. Mais avec le diable du XIXe siècle, là, il invente. Là, il ne s'appuie pas sur sa propre connaissance maçonnique qu'il a acquise en loge ou par ses fréquentations, il va produire des récits qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on va trouver dans les rituels. Alors pour comparer, eh bien, vous aurez l'accès aux rituels dans la bibliographie, bien entendu, et vous pourrez faire votre propre comparaison. Donc là, il parle du palladisme, qui serait en fait une maçonnerie satanique de haut grade. Donc en gros, il y aurait la maçonnerie de base, voilà, des hauts grades de base, et puis au-dessus, il y aurait le palladisme. Le palladisme, ça serait l'élite dirigeante de la franc-maçonnerie luciférienne, qui chapeaute tout le reste, et les autres francs-maçons des bas niveaux seraient dans l'ignorance. Donc dans ce palladisme, ils invoquent Lucifer, ils font des messes sataniques, ils invoquent le diable pour obtenir du pouvoir, de la richesse, de l'argent, tout un tas de choses, ils font des sacrifices, des orgies, et tout ce que vous pouvez imaginer, bien entendu. On est dans les mêmes thématiques que les romans d'horreur, les Penny Dreadful, un petit peu en Angleterre, à la même époque, si vous voyez l'idée. Autre chose, la question qu'on pourrait se poser légitimement à ce stade, c'est « mais le palladisme, est-ce que ça existe ?» Eh bien, on va y répondre un tout petit peu plus tard. Gardez ça dans un coin de votre tête. Pour l'instant, restons sur l'affaire de Léo Taxil. Un petit peu plus tard, toujours dans les mêmes documents, il va y avoir l'apparition d'un personnage. Un personnage qui s'appelle Diana Vaughan, dans les mémoires d'une ex-palladiste, la prêtresse ou la grande prêtresse de Lucifer. Je cite. Miss Diana Vaughan publie dans l'Anti-maçon, sous le titre « Les palladistes français », une série de révélations concernant particulièrement les lucifériens de France, et qui ne pourraient trouver place dans ses mémoires. Pour Monsieur le Chartier, Miss Vaughan est un sujet entre les mains des criminels opérateurs de Charleston, qui, à force de suggestions par des prières et des attouchements, ont fait d'elle une hallucinée, une visionnaire. Il ne doute pas qu'elle n'ait réellement eu des apparitions de Lucifer et qu'elle ne se soit entretenue avec lui. Mais ce sont là des rêves à l'état de veille causés par la surexcitation du désir et l'absence de sommeil, soutenus par l'usage d'une infusion de hashish. Aussi a-t-elle vu Lucifer comme elle voulait le voir. Alors, dans l'histoire de Diana Vaughan, la grande prêtresse de Lucifer, Léo Taxil interviewe un personnage, une femme qui se serait échappée de la tourmente du palladisme. En gros, elle aurait élevée pour devenir une prêtresse de Lucifer. Il y aurait eu des rites sataniques pour la marier au démon Asmodée. Elle aurait des visions et des messages de Lucifer, un peu comme les messages des gens. Et de là, elle était prédestinée à présider le culte palladique à Charleston. Mais sauf que cette femme aurait pris conscience de ce qu'elle faisait et se serait échappée. Elle se serait redirigée vers le Christ, vers la Sainte Église catholique romaine, et dénonce les pratiques palladistes, lucifériennes et les invocations à Satan, etc., etc. À coup d'exorcisme et de tout un tas de choses, elle aurait été libérée de l'emprise du Palladium, l'ordre palladique de Lucifer, si vous préférez. Alors évidemment, ce personnage de Diana Vaughan captive énormément, tout le monde s'intéresse à elle, et du coup, les gens vont commencer à rechercher un petit peu son identité. Donc, l'histoire de Léo Taxil, là, à ce stade, est à son maximum. Les francs-maçons de bas grade font des trucs burlesques et ignorants, on les séduit, on les appâte. Dans le haut grade, il y a un ordre satanique qui chapeaute et qui dirige tout ça, qui a des ambitions liées au complot judéo-maçonnique. On retrouve tous les éléments, le complot mondial, le complot judéo-maçonnique, la vénération de Satan, la volonté de détruire l'église chrétienne, etc., etc., des rites secrets, des sacrifices humains, des assassinats, et tout ce que vous voulez, tout est dedans. Maintenant, il y a une organisation qui se forme un petit peu autour de Léo Taxil avec la fondation de la Ligue du Labarum anti-maçonnique, une sorte d'organisation contre les juifs, donc antisémites, et aussi anti-maçonnique. Donc, le sous-titre, c'est un ordre catholique militant pour la défense de la foi. Je cite les extraits. La Ligue du Labarum, fondée à Paris le 19 novembre 1895, et s'inspire des enseignements infaillibles du pape, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ et successeur de Saint-Pierre, proclame que la franc-maçonnerie, synagogue de Satan, est le grand ennemi actuel de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine.
En conséquence, la Ligue, due à l'initiative de catholiques résolus, a défendu leur sainte mère l'Église, même au prix de leur sang, prend le titre de Ligue du Labarum antimaçonnique pour la foi, les droits et l'honneur de Dieu. La Ligue entreprend, contre l'infernale secte, une guerre à outrance défensive et offensive, qu'elle ne cessera qu'au jour du triomphe définitif de la religion, c'est-à-dire au jour de l'avènement du règne social de Jésus-Christ reconnu roi de France par les pouvoirs publics. Alors, le combat s'intensifie entre l'ordre luciférien et maçonnique contre la Sainte Église romaine et le Labarum. La question qu'on peut se poser à ce stade, mais oui, mais si tout ce que dit Léo Taxil, si tout ce qu'il raconte sur la franc-maçonnerie est vrai, si les grandes prêtresses de Lucifer, Diana Vaughan, a vraiment fait ces révélations de cet ordre intérieur de la franc-maçonnerie luciférienne, c'est dramatique, il faut interdire cette société. C'est du moins ce qu'ils veulent. Mais la question qu'on va légitimement se poser maintenant, c'est est-ce que ce qu'a dit Léo Taxil est vrai ou pas? Eh bien, la réponse sera tout d'abord très partagée. On va voir les pros-Léo Taxil, ceux qui défendent ardemment l'auteur en disant que ce qu'il dit est très important et qu'il faut le soutenir dans son combat. On pourra citer Joris Karl Huysmans, occultiste converti au catholicisme. On pourra citer Jules Bois, lui aussi occultiste converti au catholicisme. Il va d'ailleurs écrire, je me suis trompé dans la date sur le PDF, mais en 1895, Le satanisme et la magie, où il reprend les propos de Léo Taxil pour dénoncer la franc-maçonnerie luciférienne. On pourrait citer Jules Douanel, franc-maçon, lui-même converti au catholicisme, après avoir fondé pourtant l'église de gnostiques qu'il va quitter pour se tourner vers le catholicisme. On pourrait citer la sainte Thérèse de Lisieux, sainte de l'église catholique, qui a repris les travaux de Léo Taxil et qui a soutenu Léo Taxil en l'occurrence. On pourrait citer Abel Clarin de Larive, journaliste anti-maçon. On pourrait citer Léo Meurin, un ecclésiastique qui a soutenu ardemment Léo Taxil. Il y a de nombreux ecclésiastiques qui ont soutenu Léo Taxil. Lui, il a publié un livre en 1893 qui s'appelle La franc-maçonnerie synagogue de Satan, où il reprend une bonne part des travaux de Léo Taxil. À l'opposé, on a quelques personnes qui disent ça a l'air d'être un peu n'importe quoi ce que dit Léo Taxil. On pourrait citer tout d'abord Paul Rosen. Alors, pourtant, c'était le bon client. Il est anti-maçon et fervent catholique, et pourtant, il dit ce que dit Léo Taxil est absurde. Pourquoi? Eh bien, même si il est anti-maçon, il déteste les francs-maçons, il déteste les juifs, il est un fervent catholique traditionnel, mais il dit non mais Léo Taxil il en fait trop. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il critique la maçonnerie, c'est une chose, c'est bien, mais là, ce qu'il dit, c'est délirant. Et donc, ça dessert le combat. C'est tellement abracadabrant, c'est tellement surréaliste et irréaliste que du coup, en fait, c'est contre-productif. C'est du moins sa posture, donc c'est un des premiers adversaires de Léo Taxil. On pourra citer Joseph Gottfried, qui lui-même était un historien et qui tente de démontrer l'irrecevabilité des travaux de Léo Taxil. On pourra citer Arthur Edward White, lui-même franc-maçon, et membre de la Golden Dawn, une société secrète britannique dont j'ai proposé une émission sur la chaîne, qui va faire un texte de réponse à Léo Taxil en 1896, Devil Worship in France. On pourrait citer Gonzalo Canilla, vicaire de Gibraltar, donc un ecclésiastique qui s'est opposé à Léo Taxil, et on pourra citer également Eugène Portali, un père jésuite. Alors là, certains diront, oui, mais les jésuites, ils sont dans le complot, c'est normal que les jésuites s'opposent à Léo Taxil. On pourrait citer Edward White, un occultiste franc-maçon, membre de la Golden Dawn, c'est normal qu'il soit contre Léo Taxil, après tout, il défend ses propres intérêts. Donc, chacun va avoir sa sensibilité pour croire ou ne pas croire Léo Taxil. Donc, comment avoir la réponse, du coup? Eh bien, c'est Léo Taxil qui va nous la donner directement. Il organise une conférence le 19 avril 1897. La fin de l'affaire, le canular ou l'aimable plaisanterie. Je vous cite Léo Taxil lors de cette conférence. « Ne vous fâchez pas, mes révérends pères, mais riez de bon cœur en apprenant aujourd'hui que ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire de ce que vous avez cru. Il n'y a pas eu, le moins du monde, un catholique se dévouant et explorant sous un faux nez la haute maçonnerie du palladisme. Mais par contre, il y a eu un libre penseur qui, pour son édification personnelle, nullement par hostilité, est venu flâner dans votre camp, non pas durant 11 années, mais 12, et c'est votre serviteur. » Alors, publié en intégralité dans le Frondeur de l'époque, vous pourrez retrouver le texte, Léo Taxil arrive à cette conférence. Comment cela s'est passé?
eh bien, il y avait quand même une insistance pour pouvoir rencontrer vraiment Diana Vaughan, la fameuse grande prêtresse de Lucifer convertie au catholicisme. Tout le monde commençait à vouloir interviewer la femme, lui dire oui, mais on l'a jamais vue cette femme, elle est où? Alors Léo Taxil disait elle est cachée, elle protège sa vie, les francs-maçons veulent l'éliminer, elle vit sous le secret, je suis son seul intermédiaire. Mais quand il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est toujours un petit peu délicat. Alors certains ont commencé, même parmi les défenseurs de Léo Taxil, à dire tout ceci sent un petit peu le soufre, on commence à douter un peu de l'existence de Diana Vaughan. Alors du coup, une conférence est organisée où Diana Vaughan va venir sur scène. Waouh, tout le monde est là. La salle est remplie de partisans de Léo Taxil, mais également même d'opposants. Tout le monde est là. Même des francs-maçons sont dans la salle. Et donc tout le monde attend sur scène Diana Vaughan. Et là, qui arrive sur scène? Léo Taxil en personne. Il monte sur scène et il prononce son discours en disant, je le dis avec mes mots, ne vous fâchez pas mes chers amis, mais vous êtes quand même bien crétin d'avoir cru tout ce que je vous ai raconté et toutes les histoires lucifériennes de palladisme. En fait, je me suis bien amusé, je vous ai raconté tout un tas de jolies histoires, vous êtes des crétins, vous m'avez cru, donc rions tous ensemble, je ne l'ai pas fait par méchanceté, je me suis amusé de votre crédulité. Alors là, c'est l'escarmouche. Les gens veulent monter sur scène, veulent frapper Taxil, l'agresser physiquement. L'homme est exfiltré de la salle pour sa propre sécurité. D'autres dans l'assemblée rient de bon cœur. C'est une véritable horreur qui se passe dans cette assemblée. Léo Taxil vient sur scène dire « J'ai fait un énorme canular et je me suis bien amusé. Et surtout, je me suis bien enrichi. » Mais vous vous doutez de ce qui va se passer dans la suite des événements. La postérité de l'affaire Léo Taxil. Je vais citer un texte moderne de 2002, Haritassa, l'affaire Diana Vaughan. Soit Diana Vaughan n'a pas existé, et donc ses écrits et ceux du docteur Bataille, le faux nom de Léo Taxil dans le texte, soit elle a vraiment existé, et alors ce qu'a raconté le docteur Bataille est vrai, puisque Diana Vaughan a confirmé les écrits du docteur Bataille et corrigé les 2-3 erreurs. Quand on s'aperçoit qu'ils étaient la plus grande acharnée contre Diana Vaughan et le docteur Bataille, etc., vous voyez tous les éléments. Donc, nous avons une preuve indiscutable que Taxil a menti le 19 avril 1897 en disant qu'il avait inventé le palladisme, puisque nous avons le témoignage irrécusable des fondés de pouvoir de la famille Borghese lors de leur visite au palais Borghese où ils ont vu un temple palladique, etc., etc., etc. Je ne cite pas tout l'extrait, pour le retrouver en faisant pause sur image. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette affaire? Eh bien, après l'annonce du canular de Léo Taxil, tout un tas de gens vont dire « Ah mince, on s'est bien fait avoir, suite quoi ». Et puis tout un tas d'autres ont dit « c'est louche cette histoire ». Et si Léo Taxil avait été acheté par les francs-maçons, si Léo Taxil avait eu des menaces sur sa vie, s'il avait été obligé de dire que tout ceci est un canular, autre chose, si Léo Taxil en fait était mort et que c'était un sosie qui était venu sur scène présenter tout ça. Vous l'aurez compris, Léo Taxil, quand il a fait ces énormes volumes de textes, même en avouant lui-même avoir présenté un canular, eh bien ça ne change pas que tout un tas de gens vont considérer qu'en fait, là où il a menti, c'est pas pendant des années, mais c'est au moment où il dit que c'est un canular qu'il a menti. Donc vous voyez la problématique. L'affaire Taxil a été, sans nul doute, un canular, pour la raison simple, c'est qu'il y a tellement d'éléments incohérents dans toute l'affaire Taxil, que, on peut déceler, comprendre toute la construction de l'histoire de Taxil. Néanmoins, cela ne changera pas que les fervents anti-maçons, les plus radicaux, et les plus partisans de la théorie du satanisme, vont considérer que, en fait, Taxil a dit toute la vérité, et qu'on l'a forcé à se rétracter. Donc, moralité, l'affaire Taxil reste encore aujourd'hui le référent principal de l'antimaçonnisme malgré la révélation du canular. Alors, on va aller plus loin en posant la question du luciférianisme, puisque c'est bien beau de vous dire « Oui, mais Léo Taxil a fait un canular, tout ce qu'il a dit c'était faux, tout est acheté à la poubelle ». Bah oui, mais on peut quand même étudier quelques éléments pour voir s'ils ont un fond de réalité. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec la question du luciférianisme. Alors, tout d'abord, le palladisme tel que décrit Léo Taxil a-t-il réellement existé? Et si tel est le cas, y a-t-il un lien réel avec la franc-maçonnerie? Et ensuite, nous poserons la question aux profanes et aux francs-maçons. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous aurez apprécié la découverte de l'affaire ou du canular de Léo Taxil.
Alors, je vous rappelle encore une fois que ceci est un extrait d'une vidéo plus complète qui a une durée totale de 2h30 où je vais traiter de toute l'histoire de l'antimaçonnisme, la genèse de l'antimaçonnisme et son développement au cours des siècles, notamment ses interdictions lors de la période des régimes fascistes de l'Italie ou des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous irons beaucoup plus loin puisque nous traiterons du sujet du satanisme dans la franc-maçonnerie bien au-delà de l'affaire de Léo Taxil, notamment des premiers textes qui présentent la franc-maçonnerie comme étant de nature satanique, et puis nous poserons les questions sur le luciférianisme. Y a-t-il l'idée de ce porteur de lumière qui donne la connaissance au sein des rituels de la franc-maçonnerie? Donc une enquête complète sur l'histoire de l'antimaçonnisme, les accusations de satanisme dans la franc-maçonnerie, et pour finir, en troisième partie, nous parlerons du Gadlu, le grand architecte de l'univers. Qui est-il? Pourquoi les francs-maçons utilisent ce terme et qu'est-ce que cela représente? S'agit-il en réalité du diable ou de Lucifer caché sous un autre nom? Eh bien, nous tenterons de répondre à tous ces éléments dans la vidéo complète. Pour y accéder, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site Tipeee, mon site de financement participatif, où vous pouvez devenir en fait les mécènes de la Web TV, et donc il suffit de faire un type d'un minimum de 5 €, et ensuite de me préciser par message à quelle vidéo vous souhaitez accéder, par exemple, franc-maçonnerie, antimaçonnisme et satanique, l'émission d'aujourd'hui, ou par exemple l'autre épisode, l'épisode 1, franc-maçonnerie, ésotérisme et occultisme, ou encore toutes les autres émissions de l'Academia, suivant vos désirs. Vous pouvez également accéder à plusieurs émissions si vous faites un type de 10 € 2 émissions, 15 € 3 émissions, etc., etc. Il y a même des packs si vous souhaitez accéder à tout un ensemble d'émissions en même temps. Dans tous les cas, je vous remercie et je remercie tout particulièrement les contributeurs de la Web TV sans qui je ne pourrais pas continuer mon activité. Dans tous les cas, portez-vous bien, le meilleur pour vous et pour vos proches et je vous dis à très bientôt.